l'histoire de deux échecs. Une bonne façon d'introduire toute la problématique de la mise en œuvre et de la gestion du changement dans la transformation digitale et dans le management en général, c'est commencer par des exemples de ce qui ne marche pas. Le premier exemple qu'on va voir, c'est une entreprise qu'on va appeler Alpha, qui raconte l'échec d'un projet de e-learning. Alpha est une grande multinationale qui fournit un large éventail de services liés à l'audit, à la fiscalité, aux transactions financières. Elle emploie 100 000 personnes à travers le monde, dans 700 sites dans 145 pays, et elle a ce qu'on appelle une structure divisionnelle territoriale, sur la base de son géographique, c'est-à-dire qu'il y a Alpha Amérique du Nord, Alpha Asie, Extrême-Orient, Alpha EMEA, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient, Afrique, etc. Quel est le problème de cette entreprise? Elle a lancé, en l'an 2000, une importante initiative de e-learning pour former tous les collaborateurs dans le monde entier. Et pour cela, elle a investi à hauteur de 100 millions de dollars par an pendant 5 ans, ce qui fait 500 millions en tout, c'est un énorme budget. Et bien évidemment, quand on a beaucoup de gens à former sur un grand territoire, en l'occurrence ici le monde, on a l'impression que l'Internet et la formation par Internet, c'est fait pour vous. Donc ils ont mis cela en œuvre avec un grand budget, mais quelques années après, les statistiques d'utilisation montrent que le projet ne marche pas. C'est-à-dire que les collaborateurs d'Alpha, au moins dans la zone EMEA, au Royaume-Uni et dans certains autres pays du monde, ne font tout simplement pas les cours online qui leur sont proposés, et parfois même quand ils sont obligatoires, c'est-à-dire c'est dans leur plan de formation obligatoire. Et quand ils le font, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils ne disent que du mal, c'est-à-dire que les qualificatifs vont de pas intéressant, ça sert à rien, jusqu'à c'est vraiment détestable. Que s'est-il passé? Pourquoi cet échec? Le premier, c'est qu'en fait, les gens disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ces cours en ligne. On a trop de travail pour faire ces cours, c'est le type de réponse qui revient tout le temps. Un jeune collaborateur, par exemple, ce qu'on appelle un assistant dans ce genre d'entreprise d'audit et de conseil, qui vient de rentrer et qu'un manager voit en train de faire du e-learning, il leur dit viens ici, je vais te donner du travail. Ce qui, quelque part, donne clairement entendre que les managers pensent que ça, ce n'est pas vraiment travailler, même quand le cours est obligatoire. Il y a aussi des problèmes avec l'infrastructure informatique et télécom. Il y a quand même presque une vingtaine d'années, même dans des pays européens, parfois l'infrastructure n'était pas à la hauteur, alors que les gens qui ont conçu ça, évidemment, ils l'ont conçu et ils l'ont testé avec les serveurs dans la pièce d'à côté, avec les meilleures machines qui venaient de sortir, mais ce n'est pas celle que tout le monde a, et dans tous les pays, il n'y avait pas, à cette époque, la même infrastructure informatique et télécom, ce qui fait que, quand vous êtes en train de faire un cours e-learning, et que, au bout de quelques minutes, ça s'arrête, ça se déconnecte, que ça vous arrive 3 fois en une matinée, vous laissez tomber complètement, vous ne le faites plus. Un autre problème, c'était la contradiction entre ce qui est global et ce qui est local. Exemple, dans un cours sur la fiscalité, il était basé sur les impôts et les taxes de la Californie, ce qui n'est pas la même chose dans le monde entier. Autre problème, l'écart entre le fait que l'apprentissage se faisait individuel alors que le travail chez le client se fait en groupe, en équipe. Ce qui crée déjà un écart entre comment le travail est fait d'une part et comment les gens apprennent d'autre part. Et donc un écart entre ce que l'on apprend et après ce que l'on doit faire. Puis, on peut résumer que la pédagogie était erronée. C'est-à-dire qu'en fait, les gens disaient, voilà, tout ça, ça nous transfère de l'information à propos du travail, mais ça ne nous apprend pas à le faire. Deuxième exemple, ce sera le fameux projet Socrate à la SNCF. En janvier 1993, la SNCF a lancé son nouveau système informatisé de réservation de billets. Et le jour du lancement, ça a été un vrai cauchemar. Je me souviens que, comme tout le monde, j'étais en train d'écouter France Info pendant que je préparais mon petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'on entendait? C'était le chaos dans les gares. Il y avait des files d'attente énormes. Et puis, finalement, les agents dans les gares de chemin de fer ont résolu le problème comme ça c'est chez nous, c'est-à-dire qu'ils ont fait une sorte de grève sauvage. Ils n'en croyaient pas à leurs yeux dans les gares. Qu'est-ce qu'on voyait avec le nouveau système? Que certains trajets, par exemple un Paris-Francfort, coûtaient 0 francs à l'époque. Que certains gares, par exemple Rouen, n'existaient pas dans le nouveau système.
et que d'autres gares qui n'existaient pas dans la réalité existaient dans le système. Tout ça, ça a créé d'énormes files d'attente au guichet. Comme je t'ai dit, ça a fait une grève sauvage des agents de la SNCF, un mécontentement énorme des usagers dont beaucoup sont allés vers le transport aérien, avec des pertes évaluées à 6 milliards de francs, c'est-à-dire en gros 1 milliard d'euros. Que s'est-il passé donc? Pourquoi cela? Au départ, il y a un problème, on va dire, de volumétrie, comme on dit en informatique, parce que la SNCF, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté le système Sabre d'American Airlines, qui était un grand système d'information, de réservation de billets d'avion, afin de l'adapter à la réservation de billets de train. Or, le problème, c'est que déjà, il y a beaucoup plus de gares que d'aéroports, parce qu'à Paris, on peut acheter un billet Paris, Ho Chi Minh Ville, en passant par Vladivostok, Pékin et Hanoï. Et au milieu, il y a beaucoup de gares, beaucoup plus que d'aéroports. Donc déjà, il y avait un problème de non-adaptation de la volumétrie des données des gares par rapport aux aéroports. Puis, de fortes pressions ont été faites pour finir le projet dans les délais fixés, ce qui fait qu'en ajoutant cela au fait qu'on a sous-traité l'entrée de données dans le système dans des pays francophones, où les gens n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait représenter dans la réalité, eh bien, les conséquences, c'est qu'il y a eu nombre d'erreurs dans l'entrée de données dans le système, ce qui expliquait qu'il y avait des gares qui existaient dans la réalité et qui n'existaient pas dans le système, et des gares qui n'existaient pas dans la réalité et qui existaient néanmoins dans le système. Ajoutons à cela une mauvaise interface en machine, c'est-à-dire pas vraiment user-friendly comme on dit, et que les informaticiens et les agents de la SNCF n'ont pas participé à la conception du système, les représentants des usagers non plus, il ne faut pas trop s'étonner des résultats que ça a eu finalement. Ces deux exemples nous permettent d'introduire en gros les problèmes de la transformation digitale au niveau organisationnel et humain. D'une part, il y a un écart entre ce qui a été planifié, d'une part, ce que les gens attendaient, d'autre part, qui n'est pas la même chose de ce qui a été planifié, souvent, et puis finalement ce qui s'est passé dans la réalité. Les causes de cela sont multiples. Il y a une mauvaise formation des utilisateurs, ou pas de formation du tout, comme dans ce cas-ci, que les besoins des utilisateurs, leur situation, comme dans le cas alpha, ne sont pas vraiment pris en compte. Il y a une contradiction entre la nécessité de la planification d'un projet de ce type et puis un environnement qui change rapidement, souvent dans le cas de la transformation digitale, ce qui fait qu'un planning trop serré, c'est un corset qui nous empêche de profiter de certaines opportunités qui se présentent et du changement de l'environnement. Et finalement, il y a la fameuse résistance au changement. En résumé, ce n'est pas parce que ça marche sur les machines et sur les réseaux de télécom que ça veut dire que ça marche tout court.